Chapitre 21. Ultime confession. Privé de vue, Lucas en avait déjà fait maintes fois l'expérience, les autres sens prennent aussitôt bien plus d'acuité. L'ouïe en particulier, chez l'humain toujours relégué au second plan, profitant de l'absence de la vedette, revient soudain sur le devant de la scène. Mais en cet instant, elle ne lui apportait guère de réconfort. Tout ce qu'il percevait du monde, c'était la respiration oppressée de ses compagnons, en premier celle de Corée, à son côté. Plus loin, plus inquiétant, résonnaient les craquements de la grande machine qui les entourait, des moteurs qui refroidissaient, les grincements sourds de la coque malmenée, sur laquelle pesait la roche qu'elle était en train de forer au moment de l'explosion. Et puis, à intervalles irréguliers, les chocs de pierre tombant sur les plaques de blindage avec un bruit sourd. Entendit-il soudain monter de sa gauche, un peu derrière, la voix de Charles, qui tentait tant bien que mal de contenir son angoisse. « Je voudrais pas casser l'ambiance, vous savez ce qu'on va faire maintenant ?» Dans l'obscurité, à côté de lui, il eut une brusque agitation. Il comprit que Corée tentait, malgré l'évidence, de redémarrer les moteurs de l'excavatrice, en vain. Après quelques secondes de manipulation infructueuse, il entendit un bruit sourd, celui qu'aurait pu produire un poing menu s'abattant sur le métal du pupitre, puis ce qui devait être un juron dans la langue de Panchir. Au son de sa voix, il la devinait bouleversée. « Corée » appela-t-il. Il n'eut pas de réponse. « Corée »« Quoi ?» C'était plus un gémissement qu'un mot, celui d'une jeune fille épuisée, à bout de nerfs. « Que peut-on faire pour... Rien. On ne peut rien faire » explosa-t-elle, et il devina qu'elle pleurait. « Cette foutue machine refuse de démarrer, et nous ne pouvons pas continuer de remonter le tunnel à pied par ici. » « Pourquoi » demanda-t-il. « Il n'y a pas d'air. En tout cas pas suffisamment. La combustion de la lave en bas l'a entièrement consommé. Les vapeurs ont empoisonné celui contenu dans le tunnel. Même si nous avions des scaphandres pour chacun de nous, ce qui n'est pas le cas, il faudrait redescendre la galerie que nous avons forée et remonter l'autre sur plusieurs kilomètres. Nous n'aurions jamais assez d'oxygène pour ça. » Elle se tut. Dans l'ombre infinie qui les écrasait tous, Lucas sentit monter en lui, comme une huile glacée, un noir désespoir. Alors c'est fini. Nous avons fait tout ça pour rien. Il ne parvenait pas à croire que ça s'arrêterait là. Que l'extraordinaire équipée de Corée pour venir à la surface, puis la leur, pour rejoindre Télucidar, tous ces efforts, toutes ces épreuves, les aient conduits ici. Mais au-delà de tout ça, il ne pouvait accepter que sa rencontre avec Corée. Ce rêve fait fille, son rêve, qu'elle soit sa sœur ou pas, elle et tout ce qu'elle représentait, n'ait eu que cet avenir désolant. L'idée même qu'elle puisse mourir là, dans ce tunnel, dans les ténèbres, juste à côté de lui, et qu'il serait impuissant à la sauver, lui était insupportable. Il refusait de le croire, de toutes ses forces, de tout son cœur, il le refusait. C'est ça, mon gars, la différence entre la réalité et les histoires. Ce ne sont pas forcément les gentils qui gagnent, lui susurra cette part de lui-même qu'il détestait. Tu vois, ce coup-là, ce sont les salauds qui vont remporter la partie. Non, hurla-t-il dans l'habitacle, en abattant à son tour son poing sur le pupitre de toutes ses forces. Les lumières clignotèrent, puis se rallumèrent. Aveuglé, il battit plusieurs fois des paupières, avant de poser son regard sur Corée pour la découvrir tournée vers lui, ses yeux rougis par les larmes empreints d'incrédulité et d'un espoir fou. « Tu as » commença-t-elle d'une voix enrouée. « Ah, mon frère, c'est trop fort » éclata Charles derrière lui. « J'adore ta manière de traiter la haute technologie. » « Il faut avouer, » intervint à son tour Kshan, « que c'est une méthode assez peu orthodoxe. » La manière dont le Cohuatli prononçait le mot « orthodoxe » était vraiment irrésistible. Lucas, échangeant un regard avec Corée,
ne put s'empêcher d'éclater de rire en même temps que la jeune fille, rire qui se communiqua aussitôt à Charles et à Patrick. Chan, vexé, siffla d'une voix plus pincée encore que d'habitude. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Il secoua la tête. Les humains et leur moins possible. Les autres en repartirent de plus belle, sous le regard de majesté outragée du Troudontidé qui finit, pourtant, lui aussi, par éclater de ce qui devait être l'équivalent coatli d'un rire. Un étrange feulement asthmatique qui contribua à relancer l'hilarité générale. Lucas ne pouvait plus s'arrêter. Ses côtes en devenaient douloureuses, ses yeux larmoyants. Il se rendait bien compte qu'il déchargeait ainsi la tension accumulée depuis des heures, mais se trouvait dans l'incapacité de se calmer. La voix désincarnée de la foreuse vint mettre un terme à ce salubre moment de détente et de relâchement. Autodiagnostic après arrêt non planifié. Les rires cessèrent aussitôt. Chacun se tut. Charles le dernier, dans une quinte de toux. Le silence retomba sur eux, et avec lui revint l'angoisse. Intégrité de la coque compromise à 24%, moteur opérationnel à 83%. Corée, qui avait retenu son souffle, laissa fuser un bref soupir. La courtilière, réalisa Lucas, pouvait reprendre sa route et les mener à bon port. L'espoir revenait. Mais la machine n'en avait pas fini. Système de support vitaux opérationnel à 70%. Corée se rembrunit, elle articula, à haute et intelligible voix. Commande vocale. Un temps, puis... Commande vocale activée. Posez votre question. Rapport d'avarie détaillé sur les systèmes de support vitaux. Tous se tendirent. Climatisation des compartiments passagers fonctionnelle. Réservoir d'eau à 95% de capacité. Réservoir d'oxygène à 8% de capacité en baisse. Corée échangea un regard avec Lucas, qui lut dans les yeux violets de la belle télucidarienne le reflet de l'angoisse qui le taraudait. « Pourquoi le niveau d'oxygène est-il si bas ?» demanda Corée. « Brèche dans la coque au niveau du réservoir d'oxygène, réserve à 7%. »« C'est pas vrai !» explosa une fois encore Charles dans leur dos. « On va pas crever maintenant alors qu'on est presque arrivé !» Il résumait en quelques mots la pensée de tous les autres, du moins celle de Lucas, que cette suite d'espoirs aussitôt assassinés dans l'œuf finissait par ébranler. Tout ce qu'ils avaient accompli n'aurait servi à rien, si ce n'est de priver la Telcorp d'une de ses courtilières et d'endommager sa gare souterraine. Piètre consolation. Son regard s'égara une fois encore vers la jeune fille aux cheveux de neige et à la peau cuivrée qui, à côté de lui, pianotait désespérément sur l'écran tactile, faisant défiler les menus les uns après les autres dans l'espoir de trouver quelque chose ou... En désespoir de cause, elle releva la tête et interrogea, d'une voix méconnaissable, brisée. Lucas la devinait au bord des larmes. « Combien de temps vont durer les réserves d'oxygène ?»« Je détecte la présence de 5 êtres vivants dans l'habitacle. » Une brève pause, puis 14 minutes. « 14 minutes ! Bon sang, ragea Patrick. « Combien de temps pour atteindre Télucida ?» L'ordinateur de bord répondit aussitôt. 37 minutes à vitesse de progression moyenne. Combien de temps en poussant les moteurs au maximum? Quelques secondes encore, puis 19 minutes en poussant les moteurs en sur-régime. Mais le risque de surchauffe et d'explosion du moteur est de 60% après 10 minutes de fonctionnement à ce régime, et augmente de 5% par tranche de 3 minutes après ce délai. Patrick n'écoutait plus. 19 minutes. C'en était déjà 5 de trop. Son oncle se tourna vers eux. Lucas n'avait même pas besoin de croiser son regard pour savoir ce qu'il pensait. Foutu pour foutu. Il ne fut pas surpris quand Patrick ordonna à Corée. « Vas-y, miss. Plein gaz. » Corée et lui échangèrent un long regard. Comme dans le garage, juste avant leur départ, une étrange complicité se lia entre eux. Lucas surprit même un curieux sourire, à la fois tragique et moqueur, accroché à leurs lèvres. Corée se retourna vers les pupitres et l'écran de contrôle. Ses doigts légers pianotèrent sur la surface tactile. Quelques secondes plus tard, le ronronnement des moteurs reprenait, montait progressivement en régime, de plus en plus haut. La courtilière se mettait en mouvement,
lentement tout d'abord, puis de plus en plus vite, alors que les vibrations qui animaient le grand corps d'acier se faisaient plus fortes, que le bruit de la roche brisée, concassée, rebondissait sur les flancs de la machine. Il montait, une fois encore, vers Tellucidar, ce nouveau monde qu'il ne verrait peut-être jamais. 4 minutes, songea Lucas. Ainsi c'était à cela que tiendrait leur vie ou leur mort. Se pouvait-il que l'existence de 5 personnes, 4 humains et un Coatli, mais plus encore de tout un monde, puisse tenir à 4 misérables minutes? Alors que la courtilière vibrait autour d'eux dans le grondement sourd de ses moteurs lancés à plein régime, la voix de Patrick s'éleva derrière eux, laborieuse, enrouée, entrecoupée de quintes de tout. Il cherchait à forcer sur ses cordes vocales pour se faire entendre, mais n'y parvenait pas, par manque d'air. « Ce sera trop court. » Il prit une grande inspiration avant de poursuivre. « Corée, demande à cet engin d'ouvrir tous les sas, car nous serons arrivés à la surface de Tellucidar. Avec un peu de chance, si nous ne sommes pas inconscients depuis trop longtemps, peut-être que nous pourrons nous en sortir. » Corée allait ouvrir la bouche pour relayer les ordres de Patrick. Ce fut inutile. « Commande impossible à exécuter, ordre contraire à ma programmation. »« Quoi ?» s'exclama Patrick avant d'interroger d'une voix sifflante. « Expliquez. Pourquoi est-ce contraire à votre programmation ?» Était-ce lui? Lucas avait soudain l'impression d'y voir trouble. Tous ses efforts pour faire le point demeuraient vains. Dans le cas où la foreuse est échouée hors d'un périmètre sécurisé, que ce soit à la surface ou en Tellucidar, et si l'équipage est mort ou dans l'incapacité d'assurer ses fonctions et d'ouvrir le sas par lui-même, enclenchez le protocole d'autodestruction. Un silence effroyable succéda à ces mots, prononcés avec un détachement tout mécanique, et une diction parfaite, qui contrastait d'autant plus avec celle asthmatique de Patrick. La machine, elle, ne souffrait pas de la privation d'oxygène. La sentence n'en était que plus terrible. S'il en avait encore eu la force, Lucas se serait rebellé contre cet arrêt rendu de cette voix calme, sereine, ce sort absurde qui allait les condamner, alors même que le salut et leur but étaient à portée de la main. Mais sa colère lui paraissait soudain lointaine, estompée. Patrick, lui, trouvera la force de râler. « Ah, c'est parfait, vraiment parfait, ils ont tout prévu. » Ses paroles étaient de plus en plus laborieuses, il inspirait de plus en plus fort, comme un poisson hors de l'eau. Son éclat s'en ressentait. Parut y renoncer, mais les apostropha à nouveau. « Vous tous, écoutez. » Il faisait visiblement des efforts titanesques pour formuler sa pensée, semblait choisir chaque mot avec un soin extrême. « Nous n'avons pas tous le même seuil de tolérance à la raréfaction de l'oxygène. Certains d'entre nous pourront... » Il reprit une ou deux fois son souffle avant de poursuivre. « Pourront peut-être tenir un peu plus longtemps que les autres. Ça se jouera pas à grand-chose, mais ça peut faire la différence. » « Tu dis ça pour nous rassurer ?» demanda Lucas qui dut se concentrer pour articuler ces simples mots. « Temps estimé avant arrivée à destination, 11 minutes. Échauffement des moteurs à 50%. Réserve d'oxygène à 5%. » découpa la machine qui, imperturbable, avait repris son décompte. « Non, je le dis, parce que c'est la vérité. Le cerveau peut résister à une privation d'oxygène pendant quelques minutes avant que ces cellules commencent à se nécroser. Il faut qu'un de nous ouvre manuellement le sas avant que cette saleté ne fasse tout péter. Corée !» La jeune fille mit un temps à réagir, tant la voix de Patrick était déformée. « Oui. » Elle aussi avait la voix soudain pâteuse. « Où se trouve ?» Il devenait de plus en plus incompréhensible. « Les verrouillages d'urgence !» Corée porta son regard sur le pupitre, s'absorba un long instant dans son étude, les sourcils froncés. Elle aussi, devina Lucas, avait du mal à se concentrer. Temps estimé avant arrivée à destination, 9 minutes. Échauffement des moteurs à 69%. Réserve d'oxygène à 4%. Le mal de crâne augmentait.
Ici, finit-elle par répondre en relevant un cache qui dévoila un large bouton rouge. Patrick hocha la tête au ralenti, comme si ce simple geste lui demandait un effort considérable. Déverrouille ces saletés. Barney, il faut que chacun de nous puisse y accéder au cas où. Les doigts de Corée se mirent en mouvement. À la voir faire, on avait l'impression que la jeune fille s'animait au ralenti, que l'air avait pris la consistance de la mélasse et qu'elle devait lutter pour s'y déplacer. Alors même qu'il la regardait œuvrer, Lucas réalisa qu'il n'avait pas entendu la voix de Charles et de Kshan depuis un petit moment. Il prit une grande inspiration pour appeler « Charles! Hé, Charles !» Pas de réponse. D'avoir poussé sur ses cordes vocales l'avait épuisé. Il se tourna lentement pour lancer un coup d'œil vers l'arrière et découvrir précisément ce qu'il craignait. La tête ballant d'un côté à l'autre, les yeux fermés, Charles avait perdu connaissance. Quant à Kshan, assis à côté de lui, son crâne squameux pendait au bout de son long cou ployé. Si ses yeux étaient encore ouverts, leur éclat trouble, vitreux, était assez évocateur. Ne demeurait plus que Corée, Patrick et lui. Mais pour combien de temps? Il y eut une série de claquements secs. Lucas, sentant contre sa poitrine un léger mouvement dans la boucle de sa propre sangle, comprit que Corée avait réussi. Temps estimé avant arrivée à destination, 7 minutes. Échauffement des moteurs à 75%. Réserve d'oxygène à 3%. Il aurait préféré ne pas entendre. Il voulut reporter son attention sur l'écran de contrôle, voir si quelque chose avait changé à l'extérieur. Ce simple geste lui causa presque un étourdissement. Ses tempes martelés, il se sentait si lourd, si lent. Temps estimé avant arrivée à destination, 5 minutes. Échauffement des moteurs à 83%. Réserve d'oxygène à 2%. Il ne tiendrait jamais éveillé aussi longtemps. Déjà sa vue se brouillait, il avait l'impression que tout se déformait, prenait des couleurs bizarres. Lucas, pas dormir, entendit-il Patrick balbutier d'une voix méconnaissable qui s'acheva en un long soupir, et Lucas comprit que son oncle aussi, malgré sa résistance, avait fini par sombrer. Chaque inspiration était plus laborieuse que la précédente. Il sut que lui non plus n'en avait plus pour longtemps. Lentement, avec l'impression de mouvoir une masse de plomb, il tourna la tête vers Corée. Il redoutait de la trouver déjà inconsciente pendant, inerte dans son harnais, mais il se trompait. Ironie du sort ou résistance supérieure à la privation d'oxygène, elle était toujours éveillée et le fixait, elle aussi, avec des yeux où couvait encore une flamme sourde. Et là, en ces derniers instants, alors que son souffle oppressé sifflait hors de ses lèvres, que ses poumons le brûlaient à chaque inspiration, il se perdit une ultime fois dans la contemplation de ce petit miracle de féminité, de ce rêve au corps de fille, au visage d'ange tatoué, aux cheveux de neige, au caractère d'acier, qui avait traversé un monde en guerre et les frontières entre deux réalités, pour venir s'échouer dans ses bras. Articula Corée, et Lucas devina l'effort terrible qu'elle fournissait pour s'adresser à lui. Je suis désolé, Lucas. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Il y avait des larmes dans ses grands yeux améthystes soulignaient des arabesques complexes de ses tatouages. Bouleversé par la peine qu'il devinait en elle, en cet instant où elle ne dissimulait plus rien, il répondit, luttant pour chaque mot. Ce n'est pas ta faute. J'aurais eu la joie de te rencontrer. Et il était sincère. Oui, même maintenant, au seuil de la mort, alors qu'il haletait pour trouver encore un peu d'oxygène, un zeste d'air respirable, que chaque souffle était un calvaire, il ne regrettait rien, car il réalisait qu'il préférait quelques secondes de plus avec elle qu'une vie entière privée de sa présence. Un sourire tendre et triste étira les lèvres de la belle Amazone.
Temps estimé avant arrivée à destination, 4 minutes. Échauffement des moteurs à 88%. Réserve d'oxygène à 1%. C'était la fin. Lucas, demanda-t-elle avec une étrange timidité, prends-moi dans tes bras, je t'en prie. Pour joindre le geste à la parole, elle dégrafa son harnais. Il n'avait plus ni le souffle, ni la force. Un voile noir commençait à recouvrir ses yeux. Pourtant, rassemblant ce qui lui restait de vigueur, puisant dans des réserves qu'il ignorait, il leva un bras qui lui parut peser 1 tonne, le passa autour des épaules de la belle télucidarienne et l'attira contre lui. Corée se laissa aller sans un mot à présent, se pelotonnant contre lui comme une enfant cherchant réconfort. Il l'enserra, sentant son petit corps chaud se blottir contre lui, sa longue chevelure blanche cascader contre son torse, son cœur sauvage et impétueux, sous sa jeune poitrine battre la chamade, alors qu'elle sombrait dans l'inconscience. « Lucas, je... » Elle n'était plus là. Baissant son visage vers le sien, il dégagea ses traits de dryade tatoués de quelques mèches pâles. Temps estimé avant arrivée à destination, 3 minutes. Échauffement des moteurs à 91%. Réserve d'oxygène à 0%. Avec une infinie tendresse, non, plus encore, avec cet amour qui bouillonnait en lui, et qui jamais ne pourrait s'exprimer, puisqu'il mourrait avec lui, avec elle, dans les secondes qui allaient suivre, il chuchota, luttant, syllabe après syllabe, contre la faucheuse, pour extirper de sa poitrine les mots qui donneraient corps à ses sentiments. « Je t'aime. » Ses lèvres effleurèrent le front, la chair douce et cuivrée de Corée, et peu lui importait à cet instant qu'elle fût sa sœur ou non. Elle était là, contre lui, comme une évidence, la réponse à toutes ses questions, à toutes ses espérances. Sa peau avait un goût d'épices et de miel d'ailleurs, avec une note plus suave, plus charnelle encore, plus femme enfin. Il ferma les yeux, alors que son souffle, ce calvaire, ne lui ramenait plus une once d'oxygène, que le monde basculait dans le néant. Serrant Corée contre lui, il se laissait glisser quand un à-coup brutal secoua la courtilière et manqua à la lui arracher. Il crut être catapulté en l'air, comme dans un de ces Super 8 de parc d'attractions qu'il détestait. Les moteurs rugirent sur une note différente, plus aiguë, plus rapide, comme si les disques de forage tournaient soudain à vide. Puis tout bascula vers l'avant, et une fois encore lui revint la désagréable impression de se trouver dans un de ces chariots lancés à 100 à l'heure sur leurs rails infernaux, ou ce truc abject, les ciseaux, où Charles l'avait poussé à monter une fois, et qu'il n'avait jamais repris depuis. Il tombait, vers l'avant. Puis le choc, quand la chute s'arrêta d'un coup. Corée faillit lui échapper. En un dernier réflexe, il la serra contre lui, de toutes ses forces. La courtilière autour de lui s'agita encore un peu, avant de s'immobiliser. La voix qu'il avait appris à détester s'éleva à nouveau. « Nous sommes arrivés à destination. » Il lui fallut plusieurs secondes pour que ces syllabes fassent sens dans son esprit embrumé, pour qu'il comprenne enfin ce qu'elles signifiaient. Arrivés, ils étaient arrivés. De loin, très loin, lui revinrent ces mots. Ouverture d'urgence. L'ouverture d'urgence. Le sas. Il fallait. Lui, dernier consent. Le pupitre, le bouton, il devait appuyer. Ouvrir les yeux. Ses paupières pesaient lourd, trop lourd. Il fallait pourtant les soulever. Ce qu'il fit pour constater que même ouvertes, il ne voyait presque rien. C'était à peine s'il distinguait les pupitres de commande, et là-bas, trop loin, lui semblait-il, ce fichu bouton rouge qui clignotait. Il devait appuyer dessus, les sauver tous. Mais ses membres étaient gourds. Il n'avait plus de force. Il sentait la réalité le fuir.
Se penchant par-dessus le corps inconscient de Corée, il tenta d'atteindre le bouton, mais il arrivait à peine à lever son bras. Encore un peu plus haut pour passer au-dessus du pupitre. Il était fatigué, si fatigué. Cela aurait été si facile de renoncer, s'endormir. Sa main s'abattit sur le pupitre, trop courte. Sa tête piqua en avant et faillit heurter le métal de la console. Il ne la redressa qu'à grand-peine, réalisant qu'il avait perdu connaissance, que l'inconscience le guettait à nouveau, se refermait déjà sur lui, que tout redevenait noir, que... Il lança dans sa main et son bras engourdi, qu'il ne sentait plus, tout ce qui lui restait de force, pour simplement les soulever, les porter un peu plus loin, en espérant toucher le bon bouton qu'il ne voyait plus. Il y eut un choc, mais était-ce son bras ou autre chose? Il n'en savait rien. Du fond du gouffre où il sombrait, il lui sembla entendre la voix de la machine, mais si loin, si assourdie. Que disait-elle? Sa bouche s'ouvrit toute grande, cherchant un air qu'elle ne trouva pas. Il s'enfonça dans les ténèbres.